Pierre et moi-même, on a décidé de vous faire un sujet assez innovant et du très très lourd au sens propre du terme. Merci Thibaut pour cette introduction. Donc ce soir, on va vous parler de réseaux de neurones artificiels et de traitement naturel du langage. Alors, au programme, on va parler des réseaux de neurones. On va introduire les notions, montrer en quoi ça peut être utile et comment ça fonctionne, quels sont les principes derrière. On va se focaliser sur un use case particulier qui est la génération de texte, donc via des réseaux de neurones récurrents. Merci beaucoup. Ah, c'est pratique ça. Ok, vas-y. Attends, si, ça marche. Ouais. Donc, après l'explication de tous les principes, on va vous montrer une démonstration sur comment on peut faire apprendre des textes de rap à un ordinateur et comment il peut gagner le rap game. Les réseaux de neurones artificiels. Alors, merci Pierre pour l'introduction. Je vois que tout le monde est passionné, je vois que tout le monde a cette sensibilité d'artiste au fond de lui qu'il a envie de voir un peu exacerbée. Pour un peu mieux comprendre le sujet, je dois d'abord vous faire un petit rappel. On a un public assez hétérogène dans la salle et je dois vous parler un peu de ce que sont les réseaux de neurones artificiels pour que vous puissiez un peu comprendre la suite et notamment ce que sont les réseaux de neurones récurrents. Alors, pour parler un petit peu des réseaux de neurones, qu'est-ce que c'est? Ce sont des modèles de machine learning très puissants qui sont souvent difficilement interprétables parce que l'information est assez diffuse à l'intérieur, mais qui restent très puissantes. Ce sont des modèles qui, dans une certaine et petite mesure, s'inspirent un peu du fonctionnement de notre propre cerveau humain. Concernant ces use cases, on s'en sert surtout pour des tâches où l'humain est doué, c'est-à-dire la reconnaissance d'images, la reconnaissance de sentiments sur un visage, la reconnaissance vocale. Par exemple, si je dis « je mange du pain », vous avez compris que le mot à la fin sera plutôt « pain » que du thym, du vin ou du main. Également, c'est justement avec ce genre de technologie qu'on travaille notamment pour battre les joueurs de Go, entre autres, et la voiture automatique, pour ne citer que. Alors, pour les néophytes, de quoi est constitué en fait un réseau de neurones? Eh bien, tout simplement, principalement de 3 composants. Premièrement, les neurones, représentés par des cercles ici. Ensuite, des connexions nerveuses, qui sont finalement des signaux électriques d'une certaine amplitude, qui justement relient les neurones. On le voit ici, tous les traits. Et puis, si on zoome un peu sur une neurone, on peut voir que justement, chaque connexion nerveuse est reliée finalement avec un poids. Ce poids est ce qu'on appelle dans le cerveau des synapses, et ce sont justement des inhibiteurs ou des démultiplieurs qui permettent justement de démultiplier ou d'inhiber la puissance du signal électrique. Ainsi, un poids qui est ici va forcément donc soit augmenter le niveau du signal, soit l'abaisser. Et puis, pour parler un peu de ce qu'il y a à l'intérieur de ces neurones, eh bien, typiquement, un neurone reçoit en entrée toutes les connexions nerveuses qui lui arrivent. Donc, on les voit ici de X1 à X7 avec tous les poids associés. Plus précisément, il va ensuite faire la somme pondérée de ces signaux électriques avec les poids qui y sont associés, puis traiter ce résultat avec une fonction afin de pouvoir donc émettre un signal de sortie. Au niveau des fonctions d'activation, il y en a de nombreuses sortes. Dans le cas que l'on a choisi ici, c'est une régression logistique qui est si chère à nos data scientists, mais il est également possible de pouvoir lui passer de nombreuses autres choses comme des régressions linéaires, des régressions de type affine, des régressions type linéaire rectifié qu'on appelle les ReLU, ou bien encore, pour les plus connaisseurs de la classification d'images, les neurones de type softmax. Alors, à quoi ça peut servir un réseau de neurones? Avec un réseau de neurones, on peut faire entre autres de la classification. On va prendre en entrée une image qui est numérisée, une image de chiffres qui a été numérisée, et on va fournir chacun de ces pixels de manière brute au réseau de neurones. Pour l'entraîner, on va demander à ce que les sorties correspondent aux chiffres qu'on espère reconnaître via ce réseau de neurones. L'entraînement se fait via l'ajustement des poids, donc les poids qui servaient à démultiplier ou inhiber les signaux. C'est ces poids-là qui sont optimisés jusqu'à ce que l'on obtienne un taux de reconnaissance suffisant.
Donc ici, pour reconnaître un 7 par exemple, il faut imaginer qu'il y a un peu plus de neurones en sortie, qu'il y en a une dizaine si on reconnaît des chiffres. C'est le 7e neurone qui va être avec la plus grande amplitude. Ce qu'on peut faire avec des réseaux de neurones aussi, c'est de la régression. Si on veut expliquer une variable par une autre, on donne un x, on veut prédire un y. Donc par exemple, si on veut prédire l'intérêt que va susciter un produit en fonction de son prix, on va faire des mesures, et puis à partir de ça, on va apprendre avec un réseau de neurones, et ça va nous permettre d'avoir une courbe qui va nous dire ce qui se passe pour les points pour lesquels on n'a pas les valeurs, et qui va nous prédire par exemple les valeurs moyennes. On peut aussi par exemple prédire le nombre de bulles qu'il va y avoir dans une casserole à partir de mesures en fonction de la température. Voilà, donc finalement, les réseaux de neurones, ce sont des modèles de machine learning assez puissants, difficilement interprétables, et je ne dis pas ça parce que je ne me comprends pas moi-même, mais finalement assez difficiles parfois justement à comprendre un peu la mécanique intérieure. Comme tout modèle de machine learning, il est soumis parfois aux mêmes obstacles, que ce soit l'underfitting ou l'overfitting. Heureusement, il existe quelques tactiques pour arriver à contrecarrer ces obstacles, notamment par exemple en jouant sur le nombre de couches dans notre réseau de neurones, ou bien directement sur le nombre de neurones dans chacune de nos couches. On peut également jouer sur les fonctions d'activation, et pour les plus foufous d'entre vous, on peut aussi mettre des régressions de type Ridge-Lasso, faire de l'inférence bayésienne, ou bien des techniques ensemblistes en multipliant donc les prédicteurs, c'est-à-dire en multipliant le nombre de réseaux de neurones qui va apprendre une information. On va passer dans le vif du sujet maintenant avec les réseaux de neurones récurrents. Ah, il va falloir qu'on se décale un peu. Ah là là. On n'est pas dans l'angle. Alors, les réseaux de neurones récurrents, c'est des réseaux de neurones qui ont une architecture particulière. Ils vont être utiles pour traiter des séquences temporelles. Ils vont être utiles pour prédire les cours de la bourse, par exemple. Ils vont être utiles pour annoter des vidéos automatiquement. Donc on va avoir un groupe de gens sur un champ de golf. On va pouvoir débruiter des séquences audio, ou faire de la traduction automatique, ou encore générer du texte selon le style de certains auteurs, comme Balzac ou Shakespeare. Ou Booba également. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces réseaux de neurones? Tous ces réseaux de neurones, mon texte correspond à la slide précédente, donc je vais revenir. Tous ces réseaux de neurones, tous ces problèmes, en fait, ont un point commun, c'est des séquences à traiter. Ici, on a des séquences d'images, ici, on a des séquences de valeurs qui arrivent, et puis, on est capable de prédire la dernière valeur, dans une certaine mesure, à partir des valeurs du passé. Ici, par exemple, on a des personnes qui sont donc debout sur un champ de golf, mais ces personnes pourraient très bien être en train de courir. Grâce à la donnée temporelle, donc grâce à la donnée des séquences, on va pouvoir discriminer entre des personnes qui courent et des personnes qui marchent. De la même manière, l'enchaînement des mots dans un texte va permettre de reconnaître ou d'imiter le style d'un auteur. C'est ce qui fait le flow en fait, du texte. Alors, qu'est-ce qui différencie les réseaux ordinaires, les réseaux de base, des réseaux de neurones récurrents? Un réseau de neurones de base, si on voulait lui faire apprendre des séquences, c'est pour éviter les copyrights, ça. Alors, on ferait un réseau de neurones super spécialisé qui aurait besoin de vraiment beaucoup de données d'apprentissage et qui travaillerait sur une fenêtre de taille finie. À chaque fois, c'est ça le problème. Quand on a un réseau de neurones, on a un certain nombre de neurones en entrée, un certain nombre de neurones en sortie, et une fois que l'apprentissage est réalisé, on ne peut pas changer ça. Par contre, avec des réseaux de neurones récurrents, on peut traiter des séquences de taille arbitraire. Parce que le principe, c'est ça. C'est qu'on a une information qui rentre, qui va être traitée, et une partie de cette information va être répétée à l'itération suivante, puis ainsi de suite, et à chaque fois en réutilisant la même structure, c'est un élément de base qui va se répéter, alors qu'ici, ce serait un réseau de neurones qui devrait utiliser et réfléchir sur tout le passé, enfin faire le calcul sur tout le passé pour donner à chaque fois l'échantillon suivant. Donc ici, on va seulement reprendre le dernier échantillon.
Je vais vous illustrer comment ça peut fonctionner sur un cas d'école. Donc, comment ferait-on pour enseigner à un réseau de neurones à faire une addition en binaire? On aurait une manière naïve, c'est sans doute l'approche qu'auraient utilisé les 3 enfants qui étaient sur la photo précédente, parce qu'ils ne connaissent rien du tout au réseau récurrent, n'est-ce pas? Alors, on lui donnerait 8 neurones pour le premier chiffre, pour le premier nombre, 8 neurones pour le deuxième nombre, et on aurait un nombre de 8 bits en sortie, donc qui correspondra à 8 neurones. Ça fait énormément de neurones, énormément de connexions, et en plus, pour qu'il fonctionne bien, il faudrait lui présenter tous les cas de figure pour qu'il apprenne la table d'addition par cœur, finalement, sans en faire sens, sans voir qu'il y a une logique derrière l'addition. Il faudrait faire de plus un apprentissage sur 10 puissance 5 échantillons. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut réaliser la même opération grâce à ce réseau de neurones-là. Il est beaucoup plus petit, il a besoin de faire beaucoup moins d'opérations. Et comment il fonctionne? Eh bien voilà, il va prendre la séquence de droite à gauche, et pour l'entraîner, on va lui donner à chaque fois les entrées qu'on voudrait et la sortie qu'on aurait souhaitée. Et ainsi de suite. On va à chaque fois rentrer donc, ces ensembles, ces 3 valeurs, et on va laisser ce neurone reboucler sur le neurone ici d'entrée, et le réseau de neurones le réseau récurrent va trouver automatiquement qu'il s'agit d'une retenue. Donc il va pouvoir mettre un +1 ou un 0 à la place, peu importe, il en fera sens à l'intérieur de lui-même. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il aura seulement besoin de 8 échantillons différents. Il suffira d'avoir les 4 combinaisons pour ces nombres-là. Donc ici, il faudra qu'il ait les 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Et multiplié par 2, parce que soit on a la retenue, soit on ne l'a pas. Donc une fois qu'il a vu ces 8 cas de figure différents, paf, il a tout appris. Et puis, on a un réseau de neurones récurrents qui fonctionne. Voilà, pour vous montrer un peu la puissance de ce truc. Finalement, la force d'un réseau de neurones récurrents, c'est qu'il est capable de se réinjecter lui-même sa sortie en entrée afin de pouvoir finalement garder une certaine mémoire du passé qui lui permettra finalement d'améliorer ses performances. Alors, vu qu'on travaille sur un problème de génération de texte, comment est-ce qu'on ferait pour faire passer justement du texte à notre réseau de neurones? Eh bien, je vous présente ici la problématique suivante. Supposez que je vous donne une séquence de mots qui contient précisément 25 caractères et je vous demande de prédire quelle serait la prochaine lettre. Normalement, ça ne pose aucun problème d'entre vous, surtout peut-être pour la 4e, coucou mes petites beautés, hein, on sait que vous regardez peut-être certaines émissions. Et donc finalement, comment est-ce qu'on ferait avec un réseau de neurones classique? Eh bien, on distribuerait chacune de nos lettres de la séquence, après un one-hot encoding, on ne va pas rentrer dans le concept. On va distribuer donc chacune des lettres de la séquence sur les neurones d'entrée, et puis en sortie, lui va se débrouiller pour finalement savoir quelle est la lettre de sortie. Ça marche, mais c'est quand même assez bourrin, assez difficile, et finalement, il va perdre son effet de mémoire d'une séquence à l'autre. Voilà une autre idée qui peut être mise en place, justement. On part pareil d'un réseau de neurones. On met sur des neurones en entrée, mais pas tous. On en garde 3 qui vont servir à autre chose. On va lui placer la séquence, donc qui peut le plus, peut le et lui va préciser justement après que la lettre attendue est un O. Voilà, c'est ce qu'il est censé faire. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour avoir un réseau de neurones récurrent? Eh bien, tout simplement, la sortie, que vous pouvez voir ici par les 3 cercles qui sont ici, eh bien, on va les réinjecter dans l'entrée du réseau de neurones, de cette façon-là. On va alors ensuite lui passer une nouvelle séquence, I peut le plus, peut le mot, finalement qu'on aura juste obtenu en décalant la séquence d'un cran. Lui va alors devoir nous prédire que c'est un I, et puis on procède ainsi de suite, I peut le plus, peut le moins, ça donnera un N, et ainsi de suite. Et on n'oublie pas bien sûr de le faire sur l'ensemble des séquences, donc moi de la data chez Xebia, comment mon chatbot a bon je pense que vous avez compris, et coucou mes petites beautés. Alors, finalement, un réseau de neurones récurrents, Pierre va vous bien le résumer. C'est ça. Ouais. Alors, ce que je voulais vous montrer par ce schéma merveilleux, c'est qu'en fait, ce schéma, bon, vous l'aurez deviné, ça correspond à ce qu'on avait tout à l'heure, un peu simplifié. Et ce qui est intéressant ici, c'est que lorsqu'on fait l'apprentissage dans un réseau de neurones,
À chaque fois, on reboucle avec la sortie de l'itération précédente et on la réinjecte comme une entrée dans l'instance suivante. Et en faisant ceci, étant donné qu'on demande à ce que l'entrée ressemble le plus à l'entrée qu'on veut obtenir, on minimise une erreur pendant l'entraînement. Ce qui se passe aussi, il y a un effet collatéral qui est très intéressant, c'est qu'on maximise l'information qui est transmise d'une node à une autre. C'est en fait, on maximise l'information utile, c'est en ça qu'on garde une mémoire du passé. Et on garde seulement ce qui va être utile pour prédire la suite. Alors maintenant, on va vous parler d'un projet sur lequel nous travaillons déjà depuis 4 jours. Et on a des grands comptes qui s'intéressent à notre projet. Donc on a Skyrock, on a Planet Rap et Urban Peace, bien sûr. Donc c'est notre bébé. Je vous prie de voir comment notre réseau de neurones a vaincu le rap game. Big up. Alors, pour vous en parler un peu, tout d'abord, laissez-moi vous dire qu'on va placer donc, ce petit signe, le CSA nous a demandé de l'inclure, donc interdit au moins de 10 ans. On compte sur les petites natures pour quitter la salle le cas échéant, puisque justement, on est un peu dans un cas limite de la sensibilité humaine. On vous laissera juger. Bon, je vois que vous êtes encore tous là. Dans les faits, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, notre réseau de neurones récurrent dont on vous a parlé jusqu'à maintenant, nous l'avons implémenté avec du TensorFlow, donc il y a un framework notamment édité par Google au départ, et puis maintenant en open source qui permet de faire des réseaux de neurones, dont des réseaux de neurones récurrents. Nous lui avons montré de nombreux textes de rap, puis nous lui avons demandé, par un petit artifice, de générer cette fois un nouveau texte, un texte inédit, un texte qui va finalement peut-être révolutionner le rap game. Je ne sais pas jusqu'où il peut aller. C'est possible. Voilà, j'ai un peu peur, je ne vous cache pas. Alors, finalement, le plus important lorsqu'on fait du machine learning, c'est d'avoir vraiment des données qui sont choisies rigoureusement. Elles doivent être de haute qualité, avec beaucoup de grammaire, une conjugaison assez exceptionnelle pour pouvoir justement en tirer le meilleur à... Excusez-moi. Donc voilà un peu nos données, Chiqui Chiquita, etc. Vous voyez qu'on a quand même 6 rimes à la suite, donc on a vraiment choisi des bons morceaux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec ces données? Pierre, tu reviens sur la partie technique? Ouais, avec plaisir. Alors, donc, pour entraîner notre réseau de neurones, on lui a fourni des séquences d'une longueur de 30 caractères. Et, un peu de la même manière que tout à l'heure, on a fait glisser cette fenêtre et on lui a demandé de prédire le caractère suivant. D'apprendre, pour le cas-là. Apprendre d'abord. J'ai dit... T'as dit prédire. Ah, j'ai dit prédire. Oui, donc ça, c'est pour l'apprentissage. OK. Alors... de même manière, on lui a donné la mémoire de l'instant précédent. Et ce qu'on a fait, c'est que pendant l'apprentissage, alors qu'il gardait toute cette mémoire, on a à la fois évalué si le caractère qu'il prédisait était le bon, et à la fois, lorsqu'il était mauvais, eh bien, on l'a contraint à prédire le bon. Donc ça permet de mesurer des scores et de calculer des accuracies de cette manière-là. Voilà. S'il arrive à mesurer finalement un caractère sur 2, il est donc capable d'avoir une accuracy de 50%. Voilà donc un peu l'idée qu'on peut en dire. Concernant la génération automatique de texte, alors c'est très simple, on fait comme les enfants finalement, quand on ne veut pas très bien s'en occuper, on dit oui, c'est très bien mon chéri, continue de prédire. Enfin voilà, je ne sais pas si vous le faites, mais... Donc voilà, à chaque fois, donc, il prédit des lettres, et puis nous, on lui dit finalement, c'est très bien, c'est la bonne lettre, continue. Et puis lui, il va commencer donc à créer des mots de cette façon-là, et finalement, au lieu de faire la super phrase, si elle ne me quitte pas, je la quitte pas, il va dire, si elle ne me quitte pas, je la quotidien. Bon, voilà. Il n'est pas très malin, mais voilà un peu comment justement il fait pour arriver à prédire finalement des nouveaux mots, et même pour justement faire un texte génératif. Alors... T'as envie de ça, hein? Ah, malin. T'es fort frappé. Alors, concernant les résultats, on va vous les présenter un petit peu. Donc, les courbes que nous vous avons représentées ici sont les courbes de score et plus précisément donc, de l'accuracy, ce qui correspond à la précision. C'est finalement le pourcentage de lettres qu'il arrive bien à prédire. Vous retrouvez en verte ce qui est les résultats sur les données d'apprentissage, donc les données qu'il a déjà vues, avec forcément donc, un score plus élevé que les données en jaune qui sont les données de test, ça veut dire des données qu'il n'a pas encore vues. Nous avons ici en abscisse une échéance temporelle qui est finalement le nombre de fois, entre guillemets, où il va passer sur le texte, et puis ici donc le score.
Donc on voit jusqu'à un certain point la courbe jaune, puis finalement commence à converger. On peut observer ça, mais on voit quand même que pour la courbe d'apprentissage, ça continue de monter. En effet, il apprend de plus en plus par cœur le texte. Évidemment, il y a peut-être des gens qui sont peut-être pas très data scientists, et même pour les data scientists, parfois il est assez difficile de savoir ce que représentent ces chiffres vraiment globalement. C'est pour ça qu'on vous a mis quelques indicateurs, quelques valeurs étalons, notamment un score de 19% qui correspond au stade Ribéry, et puis un score à 38% qui correspond au score Drake. Voilà. Alors, maintenant vous voulez voir justement qu'est-ce qui va générer les réseaux de neurones. Et bien on va le regarder à différents endroits de la courbe justement pour voir un peu comment son texte évolue. Alors, si j'avance un peu, qu'est-ce qui nous donne justement lorsque l'accuracy est à 19%? Eh bien, vous voyez, on commence à avoir rien du tout finalement. Il donne quelques mots sans queue ni tête, ce n'est ni du français, ni rien du tout. Alors, je précise quand même qu'on a quand même atteint le level marabout. On voit quelques formules un peu sorties de contrées inexplorées, finalement. Mais voilà, il arrive déjà, finalement, à bégayer un peu comme le ferait un enfant de 3 ans. Ou plutôt 2 ans. Si on continue de l'avancer, de l'entraîner et qu'on avance un peu au niveau de la courbe, voici ce qui se passe lorsqu'on atteint un niveau de précision de 42%. Vous voyez ici qu'il est capable vraiment de mettre des notions de couplet, voire de refrain, puisque justement, il commence à séparer les paragraphes. Si vous regardez avec un petit œil avisé, il a même ici mis entre des balises i, il a simulé un featuring entre un rappeur qui s'appelle Jul et un rappeur qui s'appelle X2, sûrement pour son côté mathématique. Et vous voyez également que ça commence à être du français, mais français le patois un peu. Hein. Donc, je peux pour pas des pentes, j'ai pas de malier et de parle, et c'était pas de mes petits. Bon, voilà. Donc ici, on a quand même atteint un deuxième stade qui est le niveau Maître Gims sobre. Évidemment, on peut aller un peu plus loin sur la courbe et atteindre cette fois-ci le niveau Maître Gims ivre, justement. Et on voit que cette fois, il commence vraiment à parler de façon un peu mieux, justement. Je suis paranoïaque et je suis pas tout des petits à vendre de l'argent. Il fait le fou de mal, etc., etc. Vous remarquez également qu'il a mis ici cette petite phrase qui, justement, on peut retrouver dans certains textes de rap qui sont les gens qui font ça au début. Et puis, il retrouve ici mon 80 the trait, qui est une expression bien connue, bien sûr, de Caris. Voilà. Au niveau des performances, il est bien sûr évidemment possible de les améliorer. Alors, une première chose qu'on peut faire très souvent en machine learning, c'est d'avoir plus de données, et on référence ici donc plus de booba. D'après mon ami Sylvain, qui se trouve dans la salle, donc super blague, le copyright est pour lui, il a dit que finalement, si on veut augmenter les performances, il suffit de réduire le nombre de neurones. Parce que texte de rap. Et rigolez pas, parce que quand il m'a dit ça, j'ai commencé vraiment à le faire. J'ai pas vu tout de suite. Évidemment, si on veut améliorer l'entraînement et justement éviter que l'ordinateur chauffe comme ça, on peut l'entraîner sur un GPU 93 cœurs. Merci. Alors, durant cette présentation, nous vous avons montré un peu comment fonctionnent les réseaux de neurones récurrents. Donc, en vous présentant d'abord les réseaux de neurones, puis comment un réseau de neurones récurrent peut être obtenu comme une concaténation de réseaux de neurones ordinaires, mais partageant toujours les mêmes paramètres, parce que c'est la copie à chaque fois de la même cellule. Et comment ils peuvent garder un effet de mémoire. C'est même un effet de mémoire à très long terme qu'on a pu observer. Il est arrivé que l'on ait des fermetures de parenthèses qui soient faites à longue distance pendant nos générations, c'est-à-dire qui vont bien au-delà de 30 caractères grâce à cet effet de mémoire. Il y a des gens qui ont identifié aussi dans la littérature que certains neurones peuvent se spécialiser. Par exemple, on va avoir un neurone particulier qui va s'allumer à chaque fois qu'on va avoir une parenthèse fermante ou ouvrante. Donc il y a des fonctions qu'on peut identifier parfois quand on a un coup de chance, mais en général après c'est très cryptique à identifier. En tout cas, voilà, nous sommes heureux de vous avoir présenté tout ça. Nous espérons que ça vous a plu. Et nous vous invitons à poser quelques questions, si vous le désirez, avant de passer à la présentation suivante, qui sera sur l'apprentissage par renforcement. Ah oui, c'est vrai. Pendant toute la présentation, on avait notre réseau de neurones qui tournait pour générer des textes de rap. Donc, je te donne le beat. Voilà. Il va continuer à progresser. Trop le boule la pluie, je suis pas ton balance de la maison de terre. La team, je suis dans le fond du 9-4 chicha. Merci à vous.